Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins qui redonnent de la noblesse à nos métiers pour soigner mieux et différemment. Aujourd'hui, je reçois un invité engagé, en première ligne des débats qui agitent le monde médical et les jeunes générations de soignants, Kylian Lelgouarch, interne en médecine générale et président de l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes. Au cœur de notre échange, la 4e année d'internat en médecine générale, contestée par une large part de la profession, la loi Garot et le spectre d'une régulation imposée de l'activité des médecins, les contre-propositions portées par les syndicats d'internes pour répondre aux déserts médicaux sans coercition, et enfin, la santé mentale des futurs médecins qui est encore trop négligée. Un épisode à la fois engagé, lucide, porteur d'espoir pour tous ceux qui se battent pour une médecine plus juste, plus humaine et plus cohérente avec la réalité du terrain. Bonjour Kylian. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour être avec moi aujourd'hui. Je sais que tu es extrêmement occupé. Tout d'abord, peux-tu me rappeler, s'il te plaît, ce qu'est l'ISNI et quels sont tes projets actuels en tant que président de cette intersyndicale ? Alors l'ISNI, merci beaucoup Mathieu de l'invitation. C'est un grand plaisir d'être présent ici avec toi. Alors l'ISNI, c'est l'intersyndicale nationale des internes. Donc on représente tous les internes de toutes les spécialités et quelle que soit leur subdivision, que ce soit en France métropolitaine ou même dans les Outre-mer. On va jusque dans les Antilles et puis dans l'océan Indien. Et l'objectif, c'est que régulièrement, tous les représentants locaux des internes, donc à peu près dans chaque CHU de France, viennent en assemblée générale. On discute justement de la santé, des problématiques de formation qu'on a dans notre internat, du monde de santé qu'on imagine pour demain. Et on essaie de porter des positions au niveau public, vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des ministères, vis-à-vis des parlementaires. On en reparlera notamment de la loi Garot. Position également auprès de nos collèges spécialités pour imaginer la formation de demain, ce que doit être un interne de demain, comment il doit être formé plus tard. Et donc voilà, on se réunit régulièrement pour réfléchir finalement à la fois à notre formation et au système de santé de demain. Très bien. Donc tu es aussi interne en médecine générale et je crois que tu es tout jeune président, c'est ça? Tu as pris tes fonctions l'année dernière. Alors j'ai effectivement, je sais pas si jeune je le suis encore, mais ça fait déjà, je pense bien 10 mois que je le suis, donc pour un mandat d'1 an. Donc finalement, je suis presque sur la fin, on va dire. Et je suis interne de médecine générale dans la grande faculté de Montpellier-Nîmes, qui est la plus vieille de France, peut-être même du monde entier. Et donc interne de médecine générale, une spécialité que j'aime beaucoup, qui est très polyvalente, et c'est pour ça que je l'ai choisie. Exactement. Alors avant de continuer, Kylian, je voulais juste prendre une petite minute pour saluer chaleureusement le travail d'Egora, qui m'a beaucoup aidé pour préparer cet épisode via leur article en ligne. Egora, si vous ne connaissez pas, c'est un site d'infos incontournable pour les médecins. Moi, je l'utilise régulièrement. On y trouve toutes les actus médicales, des sujets très concrets, très proches de notre quotidien de médecin généraliste, mais il y a aussi plein d'autres ressources accessibles gratuitement pour les pros de santé. C'est sérieux, c'est documenté, toujours pensé pour notre quotidien, donc un grand merci à eux. Je précise que je n'ai pas de rémunération de leur part, je salue simplement leur très bon travail. Donc si vous avez 2 minutes, allez jeter un œil, je suis sûr que vous y trouverez des infos utiles pour votre pratique. Ils m'ont beaucoup aidé à me tenir au courant de l'actu, préparer cet épisode avec toi sur plein de choses, et notamment le vaste sujet de la 4e année d'internat de médecine générale. Est-ce que tu veux bien m'expliquer, s'il te plaît, de quel projet s'agit-il? Où est-ce que nous en sommes? Et quel est le point de vue de l'ISNI à ce sujet, s'il te plaît? Alors la 4e année, c'est ce qu'on appelle l'année de consolidation pour les internes de médecine générale, donc qui existe cette année de consolidation pour les autres spécialités, mais qui n'existait pas encore pour la médecine générale, qui pendant la réforme de l'internat, tout le monde est passé avec ces 3 phases en fait qui correspondent à une progression, on va dire, de la maturité du travail de professionnel de santé, de médecin, et la médecine générale a été un peu exclue au départ de dispositif. Et donc, on va dire sous couvert, parce que c'est jamais très clair, d'améliorer la qualité de la formation. Moi, on pense véritablement que c'est pas vraiment ça
qui a motivé en tout cas les pouvoirs publics à le faire. Et sous couvert d'amélioration de la qualité de formation, peut-être plutôt de l'accès aux soins, d'améliorer l'accès aux soins, cette quatrième année a été décidée. Alors, elle a été décidée après le renouvellement du mandat du président Macron et votée en 49.3 pour changer dans un projet de loi de finances de la sécurité sociale en 2022. Et donc, depuis 2022, cette quatrième année doit se mettre en place pour une année en ambulatoire pour les internes de médecine générale, dernière année ambulatoire pour les internes de médecine générale, mais dont on attend toujours un petit peu les contours, dont on attend toujours un petit peu les précisions, parce que depuis 2022, où ça a été décidé par la loi, finalement, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé dans sa mise en place. Et on est aujourd'hui en 2025, en juin 2025, pour une réforme qui doit se mettre en place en novembre 2026. Donc on est on est à moins d'un an et demi de sa mise en place. Et on attend toujours beaucoup d'arbitrage ministériel, beaucoup de précision, et même sur le terrain. Il y avait beaucoup de flou en début d'année sur la rémunération justement des docteurs juniors, ce qu'on appelle les docteurs juniors parce que c'est la quatrième année, c'est docteurs juniors de médecine générale. On y voit un peu plus clair aujourd'hui, c'est pas totalement satisfaisant, mais on a quand même gagné sur beaucoup d'éléments contre le gouvernement, notamment sur la permanence de soins obligatoire, on pourra revenir dessus. Et là où reste aujourd'hui le plus grand flou, c'est sur la rémunération des maîtres de stage universitaires, parce qu'il n'y aura pas de quatrième année s'il n'y a pas d'encadrant pour la quatrième année, puisqu'il faut bien des terrains de stage, et pour avoir des terrains de stage, il faut avoir des maîtres de stage universitaires, et aujourd'hui, c'est l'élément particulièrement bloquant justement dans les discussions, parce que les rémunérations, on le sait, qui sont proposées par le gouvernement ne sont pas à la hauteur du dédommagement que coûte, on va dire, d'avoir un docteur junior dans son cabinet. Et c'est ça qui aujourd'hui amène à beaucoup de réflexions, et en tout cas à me dire que finalement, même en juin 2026, il reste pour novembre 2026, juin 2025, pour novembre 2026, il reste encore beaucoup de travail pour mettre en place cette quatrième année, au point de se poser la question si effectivement elle aura vraiment lieu l'année prochaine. Très bien. En lisant différents articles, j'ai cru comprendre que initialement ça devait être absolument une année ambulatoire au cabinet du médecin généraliste pour essayer de sortir les médecins généralistes de l'hôpital. J'ai l'impression qu'il y aurait une anguille sous roche et que ça pourrait éventuellement se faire à l'hôpital, en gros pour faire travailler des internes de médecine générale à l'hôpital à moindre coût. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ce qui est vrai, c'est que nos études, on entend souvent, ne sont pas payées par l'État. On rapporte plus que ce que les cas coûtent, enfin ce qu'un interne coûte à l'État. C'est à peu près entre 150 000 et 300 000 euros par interne à chaque fois. Donc ça, c'est la première vérité. C'est sûr que d'avoir et de rajouter une année en tant que professionnel de santé et encore étudiant, parce que forcément on a la double casquette, et aujourd'hui j'ai 28 ans, je me pose toujours cette question-là de savoir est-ce que finalement ça sert plus à l'État ou plus à ma formation de rajouter une année supplémentaire. En tout cas, nous, notre position depuis le départ à l'ISNI, ça a été de dire que cette quatrième année n'était pas nécessaire dans la formation de médecins généralistes, qu'on forme, et on a formé pendant des années des médecins généralistes sans cette quatrième année, sans cette fameuse quatrième année. Il n'y avait pas de nécessité de la faire. On avait alerté sur beaucoup d'éléments qui nous paraissaient bloquants, notamment le fait d'avoir des maîtres de stage, qu'on n'aurait pas suffisamment de maîtres de stage universitaires. Bon, on a été évidemment plutôt clairvoyant, en tout cas, sur les limites de cette réforme. Et donc, on voit qu'on arrive pratiquement quasiment dans le mur. Donc, je dirais que cette année supplémentaire, et pour répondre à ta question, est-ce que c'est une année finalement où on sert un peu le système sans être particulièrement rémunéré? C'est le cas de toute façon, puisqu'on aura une activité, si elle est mise en place, de docteur comme tout à chacun, mais sans la rémunération d'un docteur qui est installé, qui est bien plus faible. Donc forcément, on se pose cette question, et il faut, maintenant, j'ai envie de dire, c'est un peu la position de ma structure depuis que ça a été voté en 2022, c'est que maintenant qu'elle a été votée, il faut la mettre en place, mais il faut la mettre en place dans les bonnes conditions et arrêter, parce que là, depuis que, comme tu as dit, je suis engagé depuis longtemps, et j'ai fait pas mal d'associatifs par le passé. C'est la quatrième réforme de la formation en santé que je connais, et j'en connais aucune qui s'est pas faite dans la précipitation et dans la préparation la plus totale. Donc finalement, celle-ci n'échappe pas à la règle.
que j'ai connu pour la première année, que j'ai connu pour la réforme de l'internat ou pour la réforme du concours de l'internat. C'est clair. Du coup, si le gouvernement maintient ce principe, quelle garantie minimale faudrait-il pour que les internes y voient un vrai bénéfice pédagogique? Est-ce qu'il y a des choses essentielles? Donc, tu m'as parlé de la rémunération des maîtres de stage universitaires, ça c'est OK. Est-ce qu'il y a d'autres conditions indispensables? La condition sine qua non, déjà de base, hein, qu'on a posée, avant même d'ailleurs des questions de rémunération pour les internes, etc., hein, c'est que cette année doit, je dirais, pallier au manque de formation pour s'installer aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui en médecine. Je pense qu'on a des études de médecine qui sont très fortes, très bonnes pour nous apprendre la médecine, pour nous apprendre à devenir un médecin plus tard, mais absolument pas pour devenir un chef d'entreprise. Et pourtant, c'est ce que énormément d'internes aujourd'hui deviendront plus tard des chefs d'entreprise parce que ils seront installés en libéral, que ce soit en clinique privée ou en ambulatoire, en ville, dans leur cabinet, qui soit en maison de santé pluriprofessionnelle, bah, ils sont chefs d'entreprise, ils ont la responsabilité des salariés, ils ont une comptabilité à faire. Et ça, moi, je suis à 1 an de la fin de mon internat, je ne sais toujours pas comment créer une entreprise, je ne sais pas comment gérer une comptabilité. Des fois, j'entends le mot CISA, je ne sais pas trop à quoi ça correspond réellement. J'ai l'impression que c'est une petite entreprise où il y a plusieurs personnes qui se mettent dedans. Mais voilà, c'est très très flou et malheureusement, ça aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc voilà, maintenant qu'elle est là, autant qu'elle serve au moins à nous préparer, à nous installer plus tard et donc à comprendre le monde d'aujourd'hui qui est très administratif. Hein, la France, on le dit souvent dans plein de plateaux télé, dans les journaux, qu'elle est très administrative. La médecine n'échappe pas à cette règle-là, et donc de comprendre justement comment naviguer dans ce monde administratif de demain. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis évidemment, des éléments de rémunération. On avait demandé à avoir, nous, une rémunération qui est à l'acte, donc avec une rétrocession d'une partie justement de l'acte qui est réalisé. Bon, dans les négociations, c'est des éléments qu'on n'a pas réussi à obtenir. On a quand même obtenu une rémunération qui est similaire aux docteurs juniors qu'on connaît déjà aujourd'hui, qui sont à l'hôpital, avec une petite variation selon l'activité du docteur junior en ville. Mais bon, ça revient à peu près au même que la rémunération du docteur junior à l'hôpital. Par contre, la grande victoire qu'on a obtenue, c'est le fait que la permanence de soins ne soit pas obligatoire. C'est un grand débat Ah, d'ailleurs dans la profession médicale chez les seniors. Nous, on y était particulièrement opposés parce que déjà, la permanence de soins, elle n'est pas présente partout. Si elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'un interne dans un interne stage qui n'en a pas, bah, c'est-à-dire qu'il doit aller ailleurs pour la faire. Bah, c'est un non-sens. Donc, on militait énormément pour l'avoir, qu'elle soit non obligatoire et que la rémunération surtout vienne dans la poche de l'interne. Et c'est le cas. Donc, c'est une grande victoire parce qu'au départ, quand même, ça, tout le monde ne le sait pas forcément, mais ça devait être une permanence de soins obligatoire et forfaitisé. Donc voilà, on a quand même gagné beaucoup au change. très bien, beau travail. Merci pour toutes ces précisions. Donc pour la 4e année d'internat de médecine générale qui va intéresser les plus jeunes, passons maintenant à un sujet épineux, si tu le veux bien, un autre sujet épineux, la loi Garot sur l'installation et l'activité médicale en zone sous-dotée. Peux-tu me rappeler, Kylian, où est-ce que nous en sommes de cette fameuse loi Garot au niveau institutionnel, au niveau des juridictions, de l'exécutif? Et puis, est-ce que tu peux me rappeler le point de vue de l'ISNI et puis les petits chantiers de cette grande loi de ton intersyndicale, s'il te Mm. plaît? Alors la loi Garot pour tout à chacun, parce que des fois on ne sait pas pourquoi elle s'appelle loi Garot, parce qu'elle est portée par un député qui s'appelle Guillaume Garot, qui est député de la Mayenne et qui du coup travaille cette loi depuis déjà un petit moment, ça fait à peu près 3 ans qu'il travaille sur le sujet de l'accès aux soins. Et donc il porte cette loi, donc loi Garot, qui est très courte dans la version qui a été étudiée justement à l'Assemblée nationale en début du mois d'avril et début du mois début du mois de mars et d'avril. Donc une version très très courte qui comporte que 4 articles, mais 4 articles qui cristallisent particulièrement les tensions parce que, et notamment l'article 1, qui veut empêcher l'installation de nouveaux médecins, et je dis bien de nouveaux médecins, qu'ils soient généralistes ou d'une autre spécialité, dans des territoires qui sont aujourd'hui définis comme des territoires normodenses ou surdenses. Bon. Moi, je m'amuse depuis le début de mon mandat à demander aux maires que je croise, aux collectivités que je croise, aux régions, aux départements que je croise,
de me dire où est-ce qu'il y a trop de médecins, et s'il y a des endroits où il y a trop de médecins et que les médecins se tournent les pouces, de me dire où ils sont pour qu'on puisse les envoyer ailleurs. Malheureusement, mon appel à trouver ces médecins qui ne font rien aujourd'hui n'a pas donné lieu à un quelconque retour de la part des élus. Peut-être qu'il faut continuer à chercher, je sais pas. Peut-être qu'il faut continuer à chercher, effectivement. Peut-être que j'ai mal cherché, mais j'ai continué à chercher. Je ne vois pas d'autres solutions. Voilà, exactement. À mon avis, il doit y en avoir. Ça cache quelque part. Donc voilà. Donc dans ces territoires-là, alors ce qui veut dire concrètement pour nos concitoyens, hein, ça veut dire qu'il y a 4500 communes où demain, il n'y aura plus d'installation médicale, et plus de généralistes, plus d'une autre spécialité qui s'installeront sur ces territoires-là. Donc ça veut bien dire que, alors qu'ils sont clairement en demande, hein, quand on regarde un petit peu les territoires, par exemple, il y a le territoire de Limoges, voilà, la ville de Limoges, il n'y aura plus personne qui pourra s'installer à Limoges, et pourtant, j'ai pas l'impression dans les médias que Limoges soit particulièrement un Eldorado des médecins aujourd'hui. Donc il y a un peu cette voilà, déjà c'est le premier point qui nous embête, et puis évidemment ça impose et ça nous oblige à détruire la liberté d'installation qu'on avait aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire qu'on ne défend pas la liberté d'installation par dogmatisme, parce que ça a toujours existé, parce qu'on tient à notre liberté, parce que voilà, on veut, et puis j'ai envie de dire, on s'en fiche du système, et j'ai envie de dire, on veut s'installer là où on a envie de s'installer. Bon. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que en réalité, cette loi Garot, qui normalement veut améliorer l'accès aux soins, en réalité ne va améliorer absolument rien du tout, à part vouloir décourager les peu qui voulaient s'installer dans des territoires. Quand on regarde en 2023 les installations juste des médecins généralistes, c'est entre 60 et 80% des médecins généralistes qui s'installent dans les territoires hors zone surdense définie par la loi Garot. Donc ça montre bien que, non, tous les jeunes ne veulent pas s'installer là où il y a tous les médecins, et que non, les jeunes ne veulent pas s'installer qu'en ville, mais aussi dans les territoires ruraux. Donc ça déconstruit un peu ces éléments-là, et ce qui fait qu'on est contre évidemment cette loi Garot. Donc elle est, inefficiente parce qu'elle ne permet pas de répondre à la population qui a vraiment besoin d'un accès aux soins, qui est très éloignée de l'accès aux soins, parce qu'en fait les médecins vont s'installer autour des zones qui sont définies comme des zones surdenses, donc ça ne répondra pas du tout à la problématique que Guillaume Garot voulait répondre. Deux, ça s'appuie sur un zonage qui aujourd'hui est un zonage médecin qui ne concerne que les généralistes, qui est mis tant bien que mal en révision tous les 2 ans, mais on voit tous les 2 ans des problématiques, parce qu'il y a des communes qui disent « Mais moi, j'ai pas de médecin, et pourtant, je suis pas dans le zonage, comment ça se fait ?» Bah oui, comment ça se fait, en fait? Parce que le zonage n'est pas adapté du tout à la réalité du terrain. Donc ça se base sur un zonage qui est pas du tout efficace et qui correspond à rien. Et puis, troisième élément, c'est que ça concerne, encore une fois, les jeunes, puisque c'est les nouvelles installations, et que bon, les jeunes en ont un petit peu marre de se faire taper dessus. Quand on connaît qu'on a 10 ans d'études, on en reparlera, qui sont clairement pas faciles, où on a un concours d'entrée, un concours pour choisir notre spécialité, notre ville d'internat, et que pendant ces années-là, on subit des humiliations, des pressions, des violences qui existent, et un temps de travail qui est largement dépassé. On l'a un peu verte quand en plus on nous dit qu'à la fin, en fait, au bout de ces 10 ans, on a trimé, ou on le fait quand même pour l'État, hein, et pour les Français, et en fait, on ne pourra pas choisir là où on a envie de s'installer. Donc voilà, il y a un peu ce bras de fer, si je dirais. On a fait une grande manifestation à Paris le 29 avril et partout en France entre Guillaume Garot et puis les syndicats de médecins et puis les jeunes médecins, parce qu'en fait, on refuse, encore une fois, la solution qui n'est pas une solution de facilité, qui voudrait dire que dans des endroits, il y a trop de médecins, et donc on irait en mettre dans des endroits où il n'y a pas de médecins. C'est faux. On a une profession qui est très bien répartie sur le territoire national, mais par contre, là où on est d'accord avec Guillaume Garot, c'est peut-être le seul point, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Du coup, quelles sont les contre-propositions des syndicats d'internes pour répondre à ce problème d'accès aux soins sans coercition? Alors, ça a été parce qu'on l'a senti venir quand même, cette loi, ça a été la priorité de mon mandat. J'étais élu en septembre, et j'ai dit tout de suite à l'ensemble de mon bureau, c'est notre priorité, il faut qu'on trouve des solutions et qu'on soit à force de propositions pour dire à la fois à la population, mais aussi aux députés, ne votez pas ça, prenez nos propositions plutôt. Bon, évidemment, ils ont voté ça, ils n'ont pas pris nos propositions malheureusement, mais on aura tenté et on va continuer de tenter. Il y a une partie de nos propositions quand même qui ont été reprises par le gouvernement dans le plan Bayrou pour l'accès aux soins, mais voilà, pas l'entièreté.
Nous, déjà, on défend une réforme du système de formation, mais qui n'est pas non plus, je dirais, qui ne remet pas tout à plat, mais qui est déjà de cohérence, ce qui change un peu des dernières réformes qu'on a obtenues, qu'on a eues, qui veut dire qui partent du constat des études médicales, des études qui peuvent se faire sur l'installation médicale, et qui montrent que techniquement, où est-ce qu'on s'installe? C'est soit là où on est né, donc on est né, on a vu notre famille dans le coin, nos amis, on les a construits pendant le collège, le lycée, etc. Soit parce qu'on y est passé en stage et qu'on a découvert un territoire qui nous plaisait bien, on a découvert un environnement professionnel qui était plutôt sympathique, et puis peut-être qu'on s'est fait quelques amis dans le coin, et puis finalement on a envie d'y rester. Voilà. Donc c'est les deux éléments de là où on a envie de s'installer. Donc on est parti de ce constat-là pour se dire comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que dans notre formation, on puisse s'installer plus souvent dans les territoires que autour de nos facs de médecine, parce que c'est la réalité aujourd'hui. On a créé une formation qui aujourd'hui est très CHU centrée. On est quasiment exclusivement en CHU, un peu moins pour la médecine générale, mais pour les autres spécialités, c'est beaucoup le cas. Ce qui fait que, en fait, oui, au bout de 30 ans, quand on passe l'âge de 30 ans, au bout de 10 ans d'études, oui, excusez-moi du peu, on s'installe là où en fait j'ai mes amis, où j'ai ma famille, donc oui, c'est pas loin de la fac de médecine parce que j'y suis resté pendant 10 ans. Voilà. Donc l'enjeu, c'est pendant nos études, soit de rester dans notre bassin de vie et donc de pas se déraciner si on n'a pas envie, donc de rester faire des stages dans les territoires où on est né, ou alors parce qu'on a un projet, il y a un territoire qui nous intéresse pour X raisons, on a un projet d'installation dans un endroit, de pouvoir y aller et de pouvoir surtout y rester, et y rester beaucoup plus longtemps que 6 mois. Moi, je dis souvent que je suis SDF depuis que je suis interne, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai, parce qu'en fait, tous les 6 mois, j'ai un nouvel appart, tous les 6 mois, j'ai un nouveau terrain de stage. J'ai été en Lozère, puis je suis parti à Perpignan, puis je suis allé à Nîmes, puis je suis allé à Mayotte, le bout du monde, puis je suis revenu à Nîmes, puis je suis allé à Béziers, et maintenant je suis à Paris. Puis après, je vais retourner dans le sud. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut imaginer construire des attaches familiales et amicales si tous les 6 mois, on bouge de terrain de stage? Donc l'enjeu, c'est d'aller chercher des étudiants qui viennent des territoires, qui sont éloignés des facs de médecine, pour leur dire, vous aussi, c'est pas parce que la fac de médecine, elle est à 2 heures de chez vous que vous pouvez pas faire médecine. Au contraire, vous pouvez. Donc c'est l'enjeu des options santé, de développer les options santé qui se mettent en place un peu au lycée, qui est l'idée de découvrir le monde de la médecine et plus largement le monde de la santé pendant le lycée. Et puis ensuite, pendant nos études, d'éviter de nous déraciner de nos territoires si on a envie. Et puis, si on a envie d'aller dans d'autres territoires, évidemment, pouvoir découvrir d'autres endroits. J'ai découvert Mayotte, je suis allé en Lozère, j'ai découvert Perpignan parce que j'avais envie d'y aller. Mais je devrais avoir la possibilité, si je veux rester à Perpignan, parce que je veux m'installer plus tard, de pouvoir faire tous mes stages du côté de Perpignan, et on n'y est pas encore. Ça, c'est des mesures de long terme. Les politiques, je te rassure Mathieu, ils s'en fichent de ça parce que ce qui leur intéresse, c'est des mesures maintenant, demain, parce que la dissolution, c'est peut-être en octobre, ou c'est peut-être l'élection municipale de 2026, ou c'est l'élection présidentielle de 2027, et donc les élections législatives. Donc des mesures qui permettent d'améliorer concrètement l'accès aux soins sur 10 ans, ils s'en fichent. Donc on a contré ça aussi par une autre mesure, on a anticipé, et on a proposé de créer l'assistanat territorial. C'est-à-dire que comme il existe les assistants spécialistes des hôpitaux, c'est-à-dire quand on a fini l'internat, on reste à l'hôpital pour avoir accès plus tard à une meilleure rémunération en ambulatoire en ville, donc le fameux secteur 2, de pouvoir se dire, finalement, on l'ouvre à l'ambulatoire, parce que ces internes qui restent à l'hôpital, ils restent à l'hôpital pour une seule raison, pour ensuite aller en ville. Donc autant gagner du temps en ouvrant ces postes d'assistants en ambulatoire ou dans les centres hospitaliers périphériques pour essayer justement d'attirer moyennant effectivement incitation, pas forcément que financière, mais aussi d'accompagnement, d'avoir une visu sur ces terrains, justement sur les territoires ruraux, qui permettrait d'avoir, mais si c'était mis en place aujourd'hui en novembre 25, probablement plus de 1000 assistants dans les territoires, justement, parce qu'on pourrait flécher l'ouverture de ces stages dans les territoires qui en ont vraiment, véritablement besoin. Puis la dernière mesure qui me paraît d'une mesure de bon sens, mais qui malheureusement n'est pas mise en place encore aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Comme je disais, on n'est pas formé à s'installer.
On n'est pas non plus formé à réfléchir à notre projet professionnel, hein. J'en parle en conséquence de cause parce que j'ai un contrat d'engagement au service public, donc je me suis engagé auprès de l'État à Mmh. m'installer dans un territoire sous Nonce contre une rémunération mensuelle. Et je ne l'ai pas pris tellement pour la rémunération que je pouvais avoir tous les mois, mais parce que je pensais vraiment, un peu naïvement, hein, que j'allais avoir un accompagnement sur l'installation, m'expliquer comment faire, peut-être simplifier certaines démarches. Voilà. Bah écoute, rien du tout, rien du tout. Si j'ai la chance d'avoir un mail de mon ARS tous les ans, juste pour savoir comment je vais et savoir où j'en suis de mes études de médecine, alors que c'est quand même mon ARS d'affectation, eh ben, je Mmh. sabre le champagne. J'ai absolument pas d'accompagnement associé. Donc voilà, ces 3 mesures finalement qui, comme ça, à mon sens, paraissent assez simples à mettre en œuvre, qui ne coûtent pas tant que ça d'argent, mais qui permettraient de vraiment améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. Je te remercie, c'est très clair. Moi, je suis, médecin libéral, je suis partisan, heu, d'une liberté d'installation, d'une liberté d'activité, ce qui n'empêche pas par ailleurs moi-même d'aller quelques jours par mois dans une zone sous-dotée, mais j'y vais volontairement et parce que j'ai une organisation qui me le permet. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse m'imposer comme ça une coercition et je salue votre action et vos propositions parce que je constate que c'est extrêmement difficile notamment de faire face à des gens qui sont actuellement contre les médecins, beaucoup, particulièrement sur les réseaux, beaucoup de gens de zones rurales qui n'ont pas de médecin et qui comprennent pas du tout nos combats, qui eux ont envie d'avoir un médecin là rapidement et qui ont l'impression, en tout cas, que ce gouvernement est force de proposition et que c'est une bonne idée. Je te remercie beaucoup pour ce rappel, Kylian. Ça va me permettre d'aborder avec toi le dernier point de notre entretien, un point qui t'est cher, je le crois, c'est la santé mentale des internes. C'est la grande cause du gouvernement également. Est-ce que tu peux m'en toucher un petit mot, s'il te plaît, avant que nous nous quittions? Alors c'est un sujet qui effectivement nous touche beaucoup et qui touche à la fois l'ISNI, mais aussi tous les syndicats locaux parce que quotidiennement, en fait, on a des internes qui nous appellent, qui nous envoient des mails, qui nous disent en fait, moi, j'en peux plus de mon stage, j'en peux plus de mon terrain de stage, je suis au bout du rouleau. Quand ils nous appellent, parce que des fois ils nous appellent pas, et en fait on découvre plus tard qu'ils sont en arrêt, ou pire qu'ils ont fait des tentatives de suicide, Mmh. ou pire qu'on a un suicide interne quelque part. Donc c'est un sujet que quand on est représentant interne, on a tout de suite à traiter. Et donc on a travaillé depuis très longtemps à l'ISNI pour essayer d'améliorer ça. Alors on a sorti en 2024 une troisième étude santé mentale. Troisième, ça montre aussi je dirais à la fois l'évolution de la santé mentale des internes. Je spoil la suite, mais ça ne s'est pas amélioré. Et un peu l'inaction que peuvent avoir à la fois les universités et les CHU, les centres hospitaliers, sur justement sur la question de la santé mentale. Alors, tu l'as dit, Mathieu, c'est la grande cause 2025. On n'a pas attendu que le gouvernement s'empare de ça, et d'ailleurs, je ne sais pas trop comment il s'en empare d'ailleurs, mais on n'a pas attendu pour essayer de faire des choses. Alors, le premier des éléments, c'est qu'on essaie de développer partout en France ce qu'on appelle des SOS internes, parce qu'on a remarqué que c'est souvent quand même plus facile de se confier à un collègue interne qui connaît le système, qui sait ce que c'est d'être interne dans un service, plutôt qu'un de ses chefs qui en fait va dire oui mais moi de mon temps j'avais pas le repos de sécurité pour les gardes. Oui, ben, c'est pas tellement ça que j'avais envie d'entendre, mais voilà, donc c'est plus simple de discuter avec nos pairs. Et donc on essaie de monter des SOS un peu partout, où en fait en un mail ou en un coup de téléphone, on peut échanger avec un interne qui va pas faire de diagnostic psychiatrique de dépression ou de syndrome anxieux ou burn-out ou quoi que ce soit, mais simplement va permettre d'orienter parce qu'il aura une connaissance du système naval, il aura peut-être des contacts avec des psychiatres en ville qui prennent justement des internes en urgence, parce qu'il aura des contacts avec la médecine du travail, il pourra dire bah, va en médecine du travail pour discuter peut-être d'aménagement de stage pour la suite de tes stages. Peut-être des psychologues qui peuvent prendre rapidement aussi des internes. Voilà, tout un maillage comme ça qui se fait. Et donc, on a essayé de réfléchir quel était un peu le next step après avoir créé des SOS. On n'en a pas partout, mais on essaie d'en faire un peu partout. Et on s'est dit qu'en fait, il y a un enjeu de prévention parce que finalement, les SOS, ils sont là au moment où finalement ça va le plus mal pour l'interne. Et peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire avant ça.
Et donc on a réfléchi et on a découvert qu'il existait là, comme on est formé pendant nos études de lycée à apprendre à faire un massage cardiaque, et ben, il existe aussi des formations de premiers secours, mais pas pour les urgences vitales, mais pour la santé mentale. Et on s'est dit, bah, bingo, c'est peut-être ça qui va permettre d'améliorer véritablement la prévention en santé mentale. Donc on a fait la formation, nous, à l'ISNI, pour voir un peu ce que c'est. Et puis on s'est dit, bah, en fait, on devrait la généraliser pour les soignants, parce que même si, et c'est ça qui paraît un peu paradoxal, c'est que dans nos études, on nous apprend la psychiatrie, on nous apprend à soigner les maladies mentales, mais la santé mentale, c'est quand même un peu différent. C'est le bien-être au global, au quotidien. Et ça, finalement, en tant que professionnel de santé, et on le voit dans notre étude santé mentale, on a 66% de burn-out, 21% de syndrome anxieux-dépressif, etc. En fait, la santé mentale, on ne sait pas très bien la gérer. Et donc cette formation-là, on va essayer de l'instaurer à Lyon, dans une étude qui va être lancée fin d'année. Et on va essayer de voir si ça permet d'améliorer le bien-être global de la promotion. Et on en est convaincu que ça va permettre, mais au moins on va pouvoir véritablement le démontrer par des preuves scientifiques, avec un objectif derrière, c'est de généraliser notre ambition, ce serait à tous les étudiants de France d'être formés justement, comme on apprend à faire un massage cardiaque, à apprendre justement à écouter nos collègues, à écouter ceux avec qui on travaille, et si besoin, de pouvoir les orienter vers des structures d'aval que l'on connaît. C'est absolument indispensable, et c'est là-dessus qu'on travaille. Et j'espère que ça va avoir le jour et que ça va permettre d'avoir une véritable impulsion côté ministériel pour généraliser justement ces formations. Très bien. Effectivement, comme tu le dis, très bien, c'est un sujet brûlant. Je crois qu'il y a actuellement un suicide d'interne tous les 18 jours. C'est absolument incroyable, c'est dingue. Ce sont des chiffres absolument insensés. C'est encore un très bon combat de l'ISNI. Je te remercie beaucoup, Kylian. On a abordé ensemble la 4e année d'internat de médecine générale. Nous avons abordé la loi Garot et maintenant la santé mentale des internes. Je te remercie infiniment, Merci, Mathieu. Kylian. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire, si tu le souhaites, à nos confrères, nos consoeurs qui sont internes et qui peut-être doutent, peut-être sont inquiets, peut-être se demandent de quoi demain va être fait, parce qu'on vit dans un monde chaotique. Le gouvernement est chaotique, on est peut-être sous le coup d'une nouvelle dissolution. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour eux avant que je te remercie chaleureusement et que nous nous quittions? Je dirais que ce que je dis souvent et ce que je constate souvent, c'est que il est très important de se serrer les coudes, très important d'échanger entre nous. Et ce que je dis aux internes, c'est que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, parce qu'il y aura toujours un chef qui pourra peut-être vous écouter, un co-interne qui pourra vous écouter. Et si c'est pas un chef, si c'est pas un co-interne, bah, ça pourrait être votre syndicat au local. Si c'est pas le syndicat local, eh ben, ça pourrait être l'ISNI. Enfin, il y aura toujours quelqu'un pour vous épauler et vous écouter. Et que même si on est une structure nationale, oui, mais ça nous arrive très souvent justement de traiter de situations individuelles, parce que on est sollicité, malheureusement. Et j'espère que dans les années à venir, on va pouvoir diminuer cette sollicitation, parce que ça montrera réellement que les choses avancent. Mais je suis convaincu que tous ensemble, on va permettre de faire vraiment avancer les choses et d'améliorer le système de santé. L'avenir, alors c'est peut-être toi, Mathieu, quand même, parce que tu es jeune, mais en tout cas, l'avenir, c'est nous les jeunes médecins, c'est nous les internes, on est les futurs professionnels de santé, et donc c'est avec nous qu'il faudra composer pour le système de santé de demain. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt, Kylian. Merci. Salut.